Bonjour à tous, vous pouvez respirer à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, on va skier, voler et courir avec deux grands champions. À ma gauche, Hilary Gérardi. Bonjour Hilary. Bonjour Thibaut. Bienvenue, trailleuse, skieuse alpiniste, détentrice de deux prestigieux records en montagne, l'aller-retour Chamonix-Mont-Blanc à pied et la traversée Chamonix-Zermatt en ski alpinisme. En face de vous, Mathias Giraud. Bonjour Mathias. Bonjour Thibaut. Bienvenue également, spécialiste de ski base jump, une discipline où l'adrénaline monte à son paroxysme. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept du ski base jump, voilà, en image, c'est beaucoup plus parlant. On enchaîne le ski et le saut dans le vide. C'est très spectaculaire. Mathias, vous n'êtes pas nombreux dans le monde à pratiquer cette discipline. Non, on n'est pas beaucoup. Il doit y avoir peut-être une trentaine de personnes qui ont essayé ou font du ski base jump, mais souvent c'est une rampe de lancement très courte avec un saut. Donc moi j'essaie vraiment de mélanger le côté freeride, rider une phase complète et ensuite sauter et après m'envoler. Donc comme ça, c'est un peu du ski XXL, quoi. Donc, on va revenir au cours de cette émission sur vos sauts XXL avec des images très impressionnantes. Il y a un point commun entre vous deux, quelque chose de marrant de vous réunir ensemble sur ce plateau, parce que Mathias est français, vit aux États-Unis et a demandé la nationalité américaine. Hilary, elle est américaine, elle vit en France et a demandé la nationalité française. Vous vous connaissiez tous les deux? Vous êtes croisés dans un vol au-dessus de l'Atlantique? Non, jamais. Non, c'est la première fois, mais c'est dommage qu'ils ne nous laissent pas juste échanger nos nationalités. Ça serait plus facile. J'ai un passeport, j'en ai un pour toi. Parce qu'Hilary n'arrive pas encore à avoir la nationalité française, même si vous êtes là depuis une dizaine d'années en 13 France. ans. 13 ans en France. Bon, mais vous êtes né, vous, aux États-Unis. Exactement, dans le Vermont, qui est, je dis souvent, en haut à droite. Pour expliquer où c'est. Pour ceux qui n'ont pas l'ouest, l'est, le sud, etc., en haut à droite quand on regarde la carte. Et Mathias, il est né en haut à gauche quand on regarde la carte de France. Hein. Oui, je suis né en Normandie, donc j'étais pas du tout destiné à être un montagnard. Je suis né en Normandie, père aveyronais et mère hollandaise. Et maintenant, j'habite donc en haut à gauche aux États-Unis, donc le nord-ouest des US. Ouais. Ah, dans l'Oregon, je crois. Dans l'Oregon, exactement. Au-dessus de la Californie, on vous surnomme le Super Frenchie là-bas. Oui, c'est le surnom qu'on m'a donné quand j'ai fait mes études dans le Colorado. Et après, Mathias Giraud, c'est très compliqué à prononcer pour les Américains. Et puis bon, quand on saute des falaises, le surnom Super Frenchie est venu assez vite. Et puis il est resté. Donc voilà, je l'utilise. Voilà. Alors Hilary, vous êtes une spécialiste du skyrunning, qui est, on peut dire, la discipline la plus extrême du trail. Bon, il y a extrême et extrême. Moi, je trouve les gens, par exemple, qui font le Tour des Géants, 330 km, 450, ça, c'est une autre extrême. Mais c'est sûr que... Mais ils sont sur des sentiers, en général. En skyrunning, oui. on sort parfois des sentiers battus. Souvent. Et moi, pour expliquer souvent aux gens, je dis, le skyrunning, c'est un peu comme le trail, comme on voit ici, où il faut poser les mains, un peu, il faut crapahuter. Moi, si j'ai une course où je pose pas les mains... ça le fait pas. Oui, ça marche pas pour moi. Alors là, on vous voit sur les arêtes du Néron, au-dessus de Grenoble, des arêtes assez effilées. Il faut quand même avoir le pied montagnard pour faire ce type d'activité. Absolument. Je dirais que on a peut-être moins de pratiquants qui commencent sur la course sur route et ensuite font du skyrunning. Il y a plus des montagnards qui ensuite veulent aller plus vite. Mais ça peut se mélanger. Le pied montagnard peut s'apprendre aussi. Alors, vous êtes une des meilleures spécialistes mondiales. Je crois que vous avez été vice-championne du monde il y a quelques années en skyrunning. Et pourtant, ce n'est pas chez vous, aux États-Unis, que vous avez démarré la course à pied. C'est chez nous, aux portes de Grenoble. Exactement. Ma première vraie course était les balcons sud de Chartreuse, à quai en Chartreuse. C'est au pied du Rachet, du Néron qu'on vient de voir. J'habitais sur les quais, parmi tous les pizzerias à Grenoble, et j'allais pas très loin pour courir. C'est un des avantages de Grenoble, bien sûr, que à la fois il y a l'accès à montagne incroyable, et aussi il y a une super communauté de trailers qui tout de suite amené avec eux en montagne. Donc, Vous avez gagné cette course des balcons sud de Chartreuse? Oui, et j'ai gagné un jambon cru. Et donc, le choix était assez facile. Après, je continue avec quel sport?
Bon, je crois que c'est la course, enfin, le sport avec le jambon. Oui, ça peut être un bon motif pour poursuivre dans la discipline. Bon, Surtout, mon mari, il voulait, quand je suis rentrée avec 6 kilos de jambon, il a dit, ah là, tu vas continuer. j'en veux tous les week-ends. Bon, bah, c'est aussi le charme des courses locales, hein, d'avoir des lots parfois insolites pour ceux qui font un podium. Alors, il n'y a pas que sur les courses où on gagne un jambon, où vous êtes illustré hein, depuis plusieurs années. Vous brillez dans les courses internationales. Vous avez notamment remporté le prestigieux marathon du Mont Blanc. Alors, marathon, il parle mal son nom parce que vous étiez sur la version longue, hein, 90 km. C'est vrai. Et le marathon du Mont Blanc n'est pas vraiment du skyrunning. Là, les courses du skyrunning, on les voit souvent entre une vingtaine, une cinquantaine de kilomètres. On voit par exemple près de Grenoble, le Sky Race Thématézin, qui est très connu et qui amène des super coureurs un peu partout dans le monde. Le 90 du Mont Blanc, c'est quand même, moi je dirais, peut-être la course le plus technique des courses très connues de la vallée de Chamonix. Et c'était pour ça que ça m'a attirée. J'aime bien aussi faire des trucs près de la maison. Donc, c'est à la fois un avantage et un inconvénient parce que à chaque carrefour, tu dis si je descendais là, je serais tout de suite chez moi. mais aussi, tu sais à quoi s'attendre. Parce que vous vivez, vous, dans la vallée de Chamonix, après avoir quitté Grenoble il y a quelques années. Je crois que vous avez suivi votre mari, hein, qui était étudiant ici, puis qui est basé maintenant dans la vallée de Haute-Savoie. On parlait des distances, 90 km, c'est la limite de ce qu'on appelle au-delà l'ultra trail. Ça vous tente pas d'aller plus loin? On verra bien. Je crois que avec le longue distance, ce qui pour moi est quelque chose qui m'anime beaucoup, c'est les courses très très techniques. Et quand on commence à passer, je vais dire plus de 12 heures, etc., on peut manquer un peu de lucidité. Donc, on peut peut-être pas faire aussi technique. Je pourrais me tromper, j'ai pas trop fait. J'ai fait une course de 120 km dans les Pyrénées qui était assez technique. Les Américains, peut-être que tu sais, Mathias, mais ils sont très focalisés sur les distances ultra. Et donc, quand je suis arrivée en France et j'ai commencé le trail, je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Et donc, je suis allée tout de suite vers les longues distances. Et c'était un peu après coup que j'ai trouvé les courtes distances et de la bonne heure à aller vite sur les crêtes. C'est comme le hard rock, un truc comme ça, c'est pas ça où il y a des courses de 160 km ou c'est pas 100 miles ou... Oui, des courses de 100 miles. Mais ouais. Ce qui est drôle, j'ai appris récemment que la hard rock, donc cette année, qui a été remportée par un Français, Aurélien Dunon-Palaz. Deuxième était aussi une Française, Annelise Rousset. Mais c'est connu pour être la course hyper technique aux États-Unis. Et après, mes amis m'ont dit ah ben non, finalement, c'est en altitude, mais c'est pas super technique. Donc il faudra peut-être aller voir. Ça passait dans le sud-ouest du Colorado, non? Oui. Oui. D'accord. Parce que j'habitais à Durango avant, donc c'est pas loin de. Ouais, mais ça monte très haut là-bas. Donc, c'est des Français qui sont allés gagner la hard rock et ce sont des Américains cette année qui sont venus gagner l'UTMB, le trail du Mont Blanc, dans une ambiance incroyable. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, mais on doit dire que donc Courtney Dauwalter, quand on voit dans les images, elle a aussi gagné le hard rock cette année. Ah ouais. Okay. Donc, et aussi la Western States. Donc, c'est pas quelque chose que je recommanderais de faire 300 miles dans l'espace de 6 semaines, je crois. Alors, là, c'est pas pour tout le monde. Ouais. Bon, c'est une course hors du commun. C'était sa 3e victoire ici à Chamonix. Pour l'UTMB, dans une ambiance. D'ailleurs, c'était surtout la communauté américaine hein, qui avait mis le feu à certains cols sur le parcours. Ouais. Mathias, vous qui aimez bien aussi les sports de pleine nature, le trail comme ça, sur des distances aussi longues, est-ce que c'est ouvert aussi aux amateurs hein? Ah bah, c'est intimidant quand même. Hein. Non, je courais beaucoup quand j'étais en sport-études, tout ça, en ski. Mais après 3 opérations du genou, courir, ça me fait... facile. J'aime bien courir, mais je suis pas à ton niveau, mais ça fait mal, quoi. Peut-être que tu préfères voler à la descente. Ouais, je préfère voler, je préfère skier. Et puis même en alpinisme, moi, je monte pas si je monte pas sans mes skis, parce que descendre à pied, non, c'est pas mon truc, ça. Ouais, je préfère skier. mais c'est quelque chose que j'admire beaucoup, parce que c'est... Quand on fait de la montagne, de toute façon, on devient un sportif d'endurance malgré soi. En fait, on n'a pas le choix, quoi. Donc, voir ce genre de performance dans des montagnes aussi hautes et difficiles que le Mont Blanc,
Moi, ça m'impressionne et je trouve ça magnifique, quoi. Donc, en tout cas, bravo. Et parce que si Hilary n'a pas encore fait le tour du Mont Blanc, l'UTMB, elle a fait mieux, j'ai envie de dire, en tout cas plus haut, en s'attaquant à un défi, l'aller-retour Chamonix, sommet du Mont Blanc, qui est un parcours mythique pour les gros moteurs, hommes et femmes, qui depuis des années se défient là-dessus. Comment ça vous est venu? Comment on prépare un record comme celui-là? Alors, moi, avant de courir, je faisais de la montagne. Donc, c'était pour ça aussi que j'ai dit, je pense que souvent en skyrunning, on a des montagnardes qui veulent aller plus vite. Mais donc, pour moi, j'avais accumulé beaucoup de temps en montagne et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, aussi des temps moins heureux en montagne. Mais c'était pour moi, c'était vraiment en 2020, quand toutes les courses étaient annulées. C'était pendant Covid que j'ai reconnecté avec la montagne. J'ai commencé à beaucoup en faire. Et je faisais le Mont Blanc avec une copine, coureuse, Mimi Kotka. Et elle m'a dit, Hilary, j'ai un peu l'impression que tu es assez à l'aise dans ce milieu. Tu n'as jamais voulu tenter le record du Mont Blanc. Et j'étais un peu, bon, non, pas vraiment. Mais elle a planté la graine. Après, on faisait beaucoup de choses ensemble. Elle a arrosé et l'idée est venue. Donc c'était vraiment à ce moment-là que je me suis dit, peut-être c'est possible. Mais ensuite, 2021, on n'a pas eu assez de neige pour bien remplir une passage très clé à la jonction sur le glacier des Bossons. Donc, j'ai su au mois d'avril que ça n'allait pas le faire. Ensuite, 2022, pareil, on a eu la sécheresse a continué et c'était pas impossible de traverser la jonction, mais de le faire de manière rapide et sécurisée, c'était pas possible. Donc, j'ai dû faire croix l'an dernier aussi. Cette année, janvier, février, je crois qu'on a eu 50 jours sans précipitation sur le territoire français. Et je commençais à me poser la question, est-ce que un jour ça va être possible de faire, ou est-ce que maintenant, avec le changement climatique, il faut faire croix à certains itinéraires, ça va plus jamais être possible. Et après, mois de mars, avril, mai, on a commencé à avoir de la neige. Ça a beaucoup déposé et donc j'ai pu dire peut-être cette année. Mais j'ai bloqué 2 mois entre le Sky Race des Mathésins quand on s'est vu et le mois de juillet pour dire... pour pas rater la fenêtre. Je ne voulais pas rater la fenêtre. Je prenais pas rendez-vous chez le dentiste, rien. Parce que je disais, si jamais c'est le jour, je ne veux pas le rater. Et on va régulièrement faire le Mont Blanc pour préparer un défi comme celui-là? Alors, donc, j'avais fait le Mont Blanc un peu dans... pas toutes les sens, toutes les voies, mais j'avais déjà fait plusieurs fois, quasiment quelques fois chaque année. Après, cette année, j'ai passé beaucoup de temps dans la jonction. Je crois que j'ai fait la traversée de la jonction au moins 6 fois à pied ou à ski. J'ai fait le Mont Blanc à ski. J'ai fait... il fallait choisir le bon itinéraire aussi. Donc, j'ai passé beaucoup de temps ce printemps, à la fois pour m'acclimater, aussi pour réviser, travailler toutes les manips techniques et aussi pour décider où passer. Là, on vous voit en couple, en train de faire le Mont Blanc en mode tranquille. J'ai envie de dire, même si j'ai l'impression que ça monte quand même assez vite, on est à plus de 4000 mètres d'altitude. Oui, là, dans les images, c'est donc en 2020 aussi. Donc, j'habite à Servoz, qui est dans la vallée de Chamonix. Et je ne vois pas tout à fait le sommet, mais je vois le dôme de Goûter. Et pendant tout le confinement, je regardais là-haut et je dis j'ai quand même envie d'y aller. Et donc j'ai décidé en 2020 de faire le Mont Blanc depuis la maison. Donc en partant de l'appartement le matin, en aller-retour, pas pour un record de vitesse, juste pour y aller. Et mon mari Brad, qui est guide à Chamonix, lui, il m'attendait au Nid d'Aigle pour faire la partie sommitale avec moi. Alors en juin, là, vous l'avez tenté pour battre un record.
L'heure de départ, j'imagine qu'elle est importante. Il y a de la stratégie aussi quand on se lance sur un défi comme ça. Oui, donc moi j'ai choisi 2 heures du matin pour le départ de l'église et j'avais choisi 2 heures du matin parce que j'avais un peu calculé combien de temps j'espérais mettre. Donc on voit le départ, il n'y a pas grand monde. C'était intime. Il y avait moins de monde que pour l'arrivée de l'UTMB, qui est au même endroit pratiquement. On va dire, il y avait pas mal du monde dans les bars de Chamonix. Ah bah oui, à 2 heures du matin. Qui pointaient leur nez, ils disaient mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais l'idée c'était d'avoir le lever de jour quand j'étais déjà en haut sur le glacier et être surtout descendu avant que ça chauffe beaucoup parce que quand ça commence à chauffer, les pans de neige peuvent être tu peux les casser, ça peut être plus dangereux, donc c'était l'idée. Après, je pense que, honnêtement, j'aurais pu partir un peu plus tard parce que la neige n'a pas décaillé du tout. Donc, j'espérais faire des glissades un peu pour aller plus vite. Et ce n'était pas possible. Le choix de l'itinéraire, j'imagine qu'il est important aussi pour aller le plus vite possible. Oui, mais c'est intéressant que tu dis le plus vite possible. On me voit donc dans les images c'est l'arête nord du Dôme du Goûter. Et c'est un itinéraire qui est différent par rapport à l'itinéraire qui a été emprunté par donc Emily Forsberg, la compagnon de Kilian Jornet, qui avait le record féminin avant moi. Et en fait, pour son record et le record de Kilian, qu'il a fait la montée et une partie de la descente avec Matteo Jacquemoul, eux, ils ont fait donc, le petit plateau et le grand plateau à la montée et à la descente. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est l'itinéraire qu'on descend à ski. Et cet itinéraire a l'avantage, pourquoi ils l'ont choisi, c'est un peu plus court et c'est jamais trop raide. Donc, je crois qu'ils ont fait en basket et micro-crampons, si je ne me trompe pas. Mais le désavantage, c'est qu'on passe sous des grandes seracs qui peuvent, donc des blocs de glace qui peuvent tomber sur l'itinéraire. Et ce printemps, il y avait un accident qui a eu lieu, des skieurs qui ont décédé à cet endroit. Et donc, au début, j'avais pas trop réfléchi. Je disais, il y a un itinéraire qui est établi, que le record passe par là, donc c'est par là que je vais passer. Après, j'étais en montagne la veille de cet accident et en fait, tout était en bonne condition et je pensais, ça va être bien, je vais pouvoir passer là. Et après, il y avait l'accident et c'était mon mari qui a dit, mais t'es sûr que tu veux passer par là? Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Et en même temps, il y avait les secouristes, la chamoignarde, le PGHM qui disaient, mais s'il vous plaît, ne montez pas par cet itinéraire. Il y a une autre alternative qui est l'arête nord du Dôme. Donc, avantage, c'est que tu passes pas sous les seracs. Désavantage, c'est que c'est plus long, c'est plus raide, c'est un peu plus technique. Donc, il faut aller avec, bien sûr, le piolet, mais des chaussures cramponnables et les crampons en acier. Et pour moi, j'ai décidé que c'était plus important d'être en sécurité sur cette montée que aller vite. Et je ne pensais pas battre le record d'Amélie, parce que je crois que finalement, j'avais quasiment 2 km de plus de distance qu'elle. Mais je disais, je veux montrer l'exemple qu'on peut passer par ici, c'est mieux. Oui. Et puis l'épisode de Kilian Jornet en basket, ça avait fait un peu jaser aussi au sommet du Mont Blanc, même si c'est un grand champion qui maîtrise les choses, mais ce n'était pas forcément la meilleure image à renvoyer. Oui. Mais finalement, j'ai battu le temps d'Amélie de 28 minutes, donc on ne peut même pas dire on ne veut pas passer par là parce que c'est plus long. Il n'y a pas d'excuse. Vous êtes arrivé au bout de 5h16 au sommet du Mont Blanc. Il avait l'air de faire froid, effectivement, sur ces images. Il y a un peu de vent aussi. Oui, il y avait beaucoup de vent à ce moment. On ne le voit pas trop dans l'image là. Mais voilà, au sommet, j'ai pris le temps de faire mon selfie, la preuve que j'y étais. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas attardé. Je n'ai pas resté très longtemps, mais j'ai regardé la montre, je crois, 3-4 minutes quand même. Ah, quand même, oui. Donc, le record aurait pu être encore plus bas. Les alpinistes que vous avez croisés, que vous avez doublés, j'imagine, sur cette montée,
comment ils ont réagi en voyant quelqu'un partir aussi vite? Je craignais ça un peu. Je disais, est-ce que les gens vont faire la place ou pas? En gros, quand on arrive sur l'arrêt des bosses, il y a deux choix. Soit on peut passer plus bas dans la face nord. Et j'ai vu tout de suite qu'il y avait plus de monde là. Donc, j'ai choisi de rester sur les arêtes aussi parce qu'on est un peu à l'abri du vent de temps en temps. Mais donc, il y avait un peu plus de monde. Mais tout le monde était super sympa. Ils voyaient que j'allais vite et ils se sont écartés assez pour me laisser passer. Bon, 5h16 pour monter, un peu plus de 2 heures pour descendre. Là, on vous voit sur les premières centaines de mètres. Même avec les crampons, on peut courir. Oui, ben, vous voyez que la trace était excellente. Vraiment, il y avait beaucoup de passages à cette époque. J'avais les crampons, le piolet, et j'étais tout le temps, j'ai fait une petite glissade quand même, mais tout le temps, je pensais... Il faut surtout pas accrocher mon crampon dans mon pantalon et tomber. Je courais, mais j'étais quand même un peu dans le retenu. Il faut faire gaffe. Voilà, on était sur les glaciers, mais à l'arrivée, c'est à Chamonix. Au matin, à l'heure de la messe, presque, on vous retrouve là toute fraîche, finalement, Hilary. Je me suis quasiment fait renverser par un vélo, mais c'était avec beaucoup d'émotion. C'est arrivé à l'église à la fois parce que j'étais très très contente d'y être, mais aussi... entre les pleurs et le rire, là. J'étais très très contente, mais c'était aussi une espèce de fardeau qui se levait parce que j'étais obsédée par le record pendant assez longtemps. Et pour choisir le bon créneau, j'étais en permanence en train de parler les gardiens de refuge, Grand Mulet, les guides, les météorologues, etc. pour essayer de vraiment avoir les meilleures conditions. C'était vraiment beaucoup pour moi. Vous l'aviez gardé secret à cette tentative jusqu'au dernier moment. 33 km, 3877 mètres de dénivelé, donc 7h25. La nouvelle marque, effectivement, une demi-heure plus vite que la Suédoise Emily Forsberg, qui est la compagne de Kilian Jornet, donc avait des bons conseils aussi pour réussir ce Et qui était encordée avec Kilian sur le record. On homologue un record comme ça? Comment ça se passe? Il n'y a pas une homologation. En gros, on annonce avant qu'on va tenter. Et ensuite, il y a un peu les preuves dans les images. Et j'avais un tracker GPS qui montrait, qui envoyait tous les 10 minutes exactement où j'étais. Et ensuite, j'avais la montre GPS qui montrait globalement. Mais je n'ai jamais trop vu... un huissier, là. Il faudrait qu'il vous suive, ça c'est pas évident. Est-ce qu'il y avait quand on veut accomplir quelque chose comme ça en montagne pendant longtemps, ça vient avec beaucoup d'anticipation, tout ça. Est-ce qu'après c'était une libération ou est-ce qu'il y avait une certaine mélancolie aussi, ou nostalgie, je dirais plutôt. Pas tout de suite après parce que il y avait beaucoup de communication, beaucoup de buzz autour de ça tout de suite après. Donc, j'ai pas eu le temps de réfléchir à ça tout de suite. Personnellement, je reste sur la satisfaction. Après, c'est sûr qu'on commence à se demander, est-ce qu'on a envie de planifier autre chose? Mais moi, un peu le conseil que je donne à tout le monde, c'est prenez le temps de savourer. Parce que sinon, on est vite un peu, c'est le mode un peu consommateur. Dès qu'on termine... On passe à autre chose et on profite pas. Oui. Et moi, je pense qu'il est important de bien profiter. Vous savez que vous auriez pu, Hilary, croiser Mathias au sommet du Mont Blanc parce qu'il... J'ai entendu. J'ai fait le sommet deux jours après avec ma compagne et c'était magnifique. Alors, on aurait pu se croiser, exactement. J'ai fait ma demande en mariage au sommet du Mont Blanc, donc c'était magnifique. Oh, c'est beau. Est-ce qu'elle a dit oui au moins? Ah oui, elle a dit oui. Et elle m'a dit, heureusement que tu m'as demandé parce que sinon c'était moi qui allais te demander. mais c'était vraiment des conditions incroyables pour l'alpinisme. Nous, on était passé donc par l'arrêt des bosses, mais avant on était passé par l'aiguille du Goûter. C'est vrai que même traverser le couloir, il y avait
quasiment pas de chute de pierre, c'était assez safe, mais il y avait énormément de neige qui a vraiment consolidé la montagne. Après, il y a eu la canicule, bien sûr, donc il y a pas tout a fondu assez vite, mais chaque année, tout a changé. chaque année, ouais. Mais là, il y avait 2-3 semaines où c'était parfait, donc c'est vrai que c'était un beau créneau. Bah pour moi, je sais que j'avais regardé d'en face et d'en bas, en fait, quelque chose qui est assez magique avec l'itinéraire que j'ai fait, c'est que ça se voit très facilement d'en bas de la vallée de Chamonix. Mais j'ai vu qu'il y avait de la fun qui est arrivée et ça a chauffé. Et même si en altitude, les conditions restaient très très bonnes, sur l'arête nord, ça a changé en quelques jours. Donc j'ai dit, j'ai choisi le bon créneau. Ouais, des fois, ça ne joue pas à grand-chose Oui. d'avoir le bon créneau. Ouais. Alors avant d'aller faire sa demande en mariage au sommet du Mont Blanc, Mathias, quelques jours avant, était dans le même secteur, mais pour un autre type de défi. Vous êtes attaqué à la Blanche de Peutré, alors qui est moins célèbre que le Mont Blanc, mais qui est une sacrée montagne du massif. Ah oui, c'était côté italien. La première fois que j'avais vu l'aiguille blanche de Peutré, c'était en 2012. Et j'ai vu cette face au loin avec le sérac en bas. Et j'étais tellement pétrifié en la regardant que je ne pouvais pas l'ignorer. Et j'arrêtais pas d'y penser. J'ai dit, bon, ça serait l'endroit parfait pour faire un ski base jump. Donc j'ai attendu 11 ans, finalement, pour être bien dans ma tête, pour les bonnes conditions. Ouais, voilà. J'ai un côté très... où je me pose beaucoup trop de questions, donc je prends mon temps. Mais donc finalement, on a pu le mettre en exécution. Et puis c'était... pour moi, c'est peut-être le ski base jump dont je suis le plus fier pour l'instant dans mon parcours, parce que je le voulais pendant tellement longtemps. Donc voilà. On a vu sur ces images qu'il y a une pente impressionnante sur le haut de cette face. Oui, sur le haut de la face, il y a du 50-55, à peu près. C'est assez raide. Donc il faut justement avoir une neige appropriée pour pouvoir tourner. Donc les 3-4 premiers virages étaient super bons. Mais après ce virage-là, je commençais à taper la glace bleue dessous. Je me disais, là, c'est pas top. Donc en fait, il fallait être léger sur ces quarts, en fait. Parce que dès que les quarts commençaient à accrocher, il fallait pas essayer d'accrocher trop parce qu'après le ski allait lâcher. Et donc dès qu'on pouvait sentir la quart mordre dans la glace, il fallait tourner avec le slough, donc la neige qui descendait, pour garder un maximum de neige sous les skis. Après, la traversée les traversées vers les prochains virages donc se passaient bien. C'était juste déclencher le virage qui était un peu précaire. Mais donc, du coup, j'ai pris mon temps, bien respiré, un virage après l'autre. Et puis, ça s'est bien passé. Et puis après, le sérac est venu. Donc, après, on a eu un beau saut en bas. Et puis après, je me suis posé tranquillement sur le glacier de Brenva, donc avec un grand sourire. Parce que quand on fait de la pente raide, en général, on essaie de maîtriser sa vitesse. On n'enchaîne pas les virages de façon trop rapide. Mais vous, pour faire le combo avec le base jump, il faut quand même un peu de vitesse. Donc à un moment, il faut lâcher les chevaux, quoi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il faut vraiment garder sa confiance en soi et puis avoir une certaine vitesse, parce que cette vélocité va créer justement une stabilité en l'air. Si on va trop vite, après il y a trop de vent relatif, ça peut attraper les skis et nous faire donc tourner la tête en bas ou quoi. Puis après on s'emmêle les pieds dans les suspentes, après c'est horrible. Mais là justement, la première partie était raide et après le passage de la Rimée, c'était seulement à 30 degrés. C'était très très facile, c'était du bon ski. Il n'y avait pas de glace bleue dessous, il y avait 2-3 catons, donc des petites boules de glace. Mais à part ça, c'était bon. Mais après justement, il faut pas... Donc là j'ai plié mon parachute pour une ouverture très rapide. Et donc c'est des ouvertures assez violentes, donc il ne faut pas non plus skier trop vite, donc il faut vraiment doser sa vitesse. Il ne faut pas aller trop vite, mais pas trop doucement non plus. Le plaisir, il vient après, une fois que le parachute est ouvert. Non, le plaisir, il est tout le long. Ah ouais. Ouais, moi j'adore, c'est la préparation, l'anticipation. Le moment que je déteste, c'est la nuit avant, parce que c'est là que je me pose plein de questions, c'est là que je répète, je visualise l'exécution dans ma tête, mais je visualise aussi un mauvais scénario, comment récupérer une mauvaise exécution. Et donc la nuit avant, ou les 2 nuits avant, c'est là où il y a le plus d'anxiété. Là, c'était 2 nuits avant. Ouais. La nuit d'avant, j'ai bien dormi, par contre. Mais bon, j'adore tout le challenge est vraiment épanouissant. Je vous retourne la question, est-ce qu'il y a une sensation de nostalgie après je demandais ça tout à l'heure parce que justement j'ai eu ça avant certains sauts et c'était surtout au début quand je commençais à faire du ski base jump, parce que j'ai fait des premières en ski base jump tout de suite et j'avais un saut en particulier dans le Colorado, donc j'ai attendu 4 ans pour pouvoir le faire et quand je l'ai fait, j'étais épuisé physiquement et nerveusement, mais la nuit après je pouvais pas dormir.
parce que je le voulais tellement pendant 4 ans. Et puis d'un coup, je me suis dit, ça y est, c'est fini, quoi. Et en fait, je vivais pas dans le futur où je pensais au prochain projet, parce que j'en avais, mais je vivais tellement dans le passé, parce que j'avais tellement d'anticipation que je savais plus où j'étais, quoi, en fait. Mais après la Blanche de Peutré, non, c'était un moment magnifique de libération. J'ai appelé mon amoureuse à l'atterrissage et j'ai appelé ma maman de la montagne. Et puis donc voilà, c'était vraiment super, on l'a fait, quoi. C'était vraiment un moment de libération. Mais j'ai eu ces moments de nostalgie avant, ces Blue Mondays, comme on dit en anglais. On peut tirer un coup de chapeau aussi à Stéphane Laude, qui vous accompagne la plupart du temps pour faire ces images. Il n'a pas raté le saut de votre carrière, heureusement. Ah oui, Stéphane, c'est mon partenaire de montagne depuis 2011. Ouais, on a fait plein de trucs ensemble. Et puis maintenant, il fait toujours des images magnifiques. Et puis surtout, c'est un de mes amis les plus proches. Donc c'est ça, la montagne trouve sa dimension dans le partage. Et puis, on se souvient des ascensions, des descentes, mais c'est les conversations, les moments avec les personnes qu'on aime qui nous marquent le plus, je pense. Alors, ce n'est pas votre premier exploit sur le massif du Mont Blanc, et notamment sur le toit de l'Europe, puisque il y a quelques années, vous aviez fait aussi une première depuis le sommet du Mont Blanc, en allant chercher une voie là, sur le côté qui permettait de dégager sur une grosse barre rocheuse. Oui, voilà, donc ça c'était pareil, j'ai attendu 8 ans pour celui-là, parce qu'il y a tout le temps du vent au du Mont Blanc, donc c'était dur de trouver un créneau. Mais donc l'idée, c'est de skier la face nord et de sauter le sérac sous les roches rouges, ouvrir un parachute et après voler et se poser sur le grand plateau. Et là, c'était magnifique, on l'a fait en 2019, parce que aussi c'était déjà, on ne peut pas sauter après le 1er juillet dans les Alpes, dans le Mont Blanc, parce que voilà, il faut laisser le passage aérien libre pour le PGHM, pour les secours. Donc pas de parapente, pas de base jump dans le massif du Mont Blanc après le 1er juillet. Et là, on a sauté, c'était le 24 juin 2019. Et un an après, le sérac s'est effondré et a reculé de 30 ou 40 mètres. Donc ce saut ne pourra plus jamais être fait. Donc c'est une première et une dernière. Une première et une dernière. Mais bon, après une première, on peut la faire qu'une fois de toute façon. Mais c'est vrai que là, c'est c'est venu avec un peu de nostalgie parce que la montagne change. Et là, c'est un saut comme ça, je le répéterai pas. Mais après, quand la montagne change, on se rend compte que on était là au moment parfait. C'était la magie du moment et que la montagne change et qu'il faut essayer de la préserver le plus possible, mais aussi d'en profiter quand c'est là, quoi. Parce qu'après, ce sera trop tard. Il y a des voies qu'on peut plus faire, bien sûr. Il y a des sentiers il y a des voies qui sont disparues. Ouais, qui ont disparu, exactement. Avec les nombreux éboulements de et donc là, ce ski base jump a disparu, ne sera plus jamais, je pense plus jamais faisable, on ne sait jamais, mais peut-être dans 100 ans, on ne sait pas. J'ai lu qu'après cela, vous étiez fait tatouer le Mont Blanc dans le dos, c'est ça? Oui, j'ai le Mont Blanc tatoué à travers mes épaules. Je le voulais depuis longtemps. C'est parti. Ah bah voilà. Mais c'est la vue de la maison, pas la vue depuis Chamonix. Le Mont Blanc est à Saint-Gervais, il n'est pas à Chamonix. Oui, parce que Mathias a grandi du bon côté à Saint-Gervais, qui effectivement est la commune qui officiellement détient le sommet du Mont Blanc, mais Chamonix n'est pas en reste. Heureusement, on est sur Télé Grenoble et pas Télé Mont Voilà. Non, mais sinon, la polémique, ça pourrait nous faire toute l'émission. Ah, c'est ça. Non, mais j'ai un copain qui s'est fait tatouer le Mont Blanc, mais côté Chamonix, bien sûr. Alors, ce qui est cool, parce que sur son tatouage, on peut voir le sérac que j'ai pu sauter. Mais donc, c'est tout le temps on se titille comme ça. Ah, il a Chamonix. Non, il a Saint-Gervais. Bon, bref, c'est juste des petites. Peut-être c'est en Italie. Hein. Ouais, peut-être que c'est en Italie aussi. Bon, personne. Le Mont Blanc n'appartient à personne. Donc... En tout cas, là, vous avez sauté côté Chamonix, oui, et exactement. l'an dernier, vous avez sauté côté Saint-Gervais, sur les images qu'on voit là depuis le Dôme du Goûter. Depuis le Dôme du Goûter, et sauter sur le flanc de l'aiguille du Goûter, il y a un grand sérac qui est au-dessus de la voie, au-dessus du couloir ouest direct, qui avait été skié par Tardivelle. Pierre Tardivelle, donc un super guide et skieur de pente raide, un alpiniste incroyable. Et donc là, c'était vraiment... ce saut était vraiment spécial parce que c'était un sérac que je peux voir donc depuis la maison, que je vois depuis mon enfance. Et puis c'était à chaque fois que je suis sur les routes et que je vois ce sérac au loin, je pense tout le temps au saut. C'était magnifique. Puis après, voler entre l'aiguille du Goûter et Bionnassay, se poser sur le glacier de Bionnassay, c'était magique, quoi. C'était vraiment... Ouais, j'ai attendu 10 ans pour celui-là aussi, donc voilà. Ça, Hilary, c'est efficace et rapide pour redescendre du Mont Blanc, pour améliorer le record. C'est peut-être une piste plutôt que de glisser sur les fesses. C'est sûr, je pense que ça pourrait être plus rapide, mais je ne suis pas encore
Enfin, Ça vous tente assez, pas ces sensations fortes qu'on peut éprouver dans ce type moi, je d'activité? dirais plutôt que j'ai les mains moites en le regardant. Donc, non, non, pas trop. J'aime bien, j'ai confiance dans mes pieds, mais pas encore. Ceci dit, et souvent, les amis américains vont me demander, bah, c'est comment le ski à Chamonix, par exemple, et j'explique tout de suite que ici, il ne faut pas suivre les traces de quelqu'un d'autre. Surtout celle de parce Mathias. que il se trouve que chez moi, là où j'ai grandi, tu vois des traces dans le forêt et tu dis, Ça passe. dès quelqu'un est allé, forcément, ça passe. Ici, Oui, non, faut jamais suivre les traces. Jamais, jamais. ouais. C'est une mauvaise idée. Et encore moins si vous envoyez comme ça au-dessus du dôme du goûter ou sur la planche de Pétré. C'était marrant parce que en descendant donc, du dôme, il y avait des cordées qui montaient vers le Mont Blanc, quoi. Et puis là, il y a un moment, j'étais à fond de boîte en allant vers le Sérac, je devais aller à, je sais pas, peut-être 70 km/h et tout. Et puis, il y a un moment où j'ai eu cette idée, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils pensent là, les cordées? Ils voient un gars qui va droit sur les Séracs en allant à fond. Ils ont dit, mais il est en train de se suicider, mais qu'est-ce qui se passe? Et bon, après, je lui ai dit, bon, concentre-toi sur ton saut. Mais c'est vrai que c'était vraiment un moment unique parce que c'était donc une pratique classique de la montagne avec une pratique vraiment moderne. Et donc ces deux mondes étaient vraiment juxtaposés et mis en parallèle. Et je trouve que c'était un moment un peu cocasse, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont dû se poser la question. Alors, on ne se devient pas, enfin, on se met pas au ski base jump comme ça du jour au lendemain. Vous avez commencé par le freeride. Ouais, exactement. Mathias. Donc j'ai fait mes gammes en slalom et en slalom spécial, ouais, quand j'étais donc géant et spécial quand j'étais petit. Hein, je suis passé par l'école des piquets, le ski club, et après à skier comme ça. Après j'ai appliqué un peu cette technique de slalom ou de géant dans un peu tous les terrains, quoi. J'avais un coach au ski club qui était vraiment très ouvert d'esprit, Pascal Jacquemou, et qui nous mettait des portes dans des champs de boss, ça passait sur une corniche, ça partait dans la forêt. Donc en fait, il avait une approche très freeride du ski. Je pense qu'il savait pertinemment qu'aucun d'entre nous allait finir en équipe de France, mais qu'il pouvait nous apprendre à skier vite et être solide dans toutes sortes de neige. Et en fait, cette approche du ski, j'ai toujours voulu la pousser de plus en plus. Et en fait, rajouter un parachute sur le dos, c'était la suite logique pour skier des phases qu'on ne pourrait pas survivre normalement, quoi. Donc en fait, voilà, j'ai fait mes gammes en tant que skieur. Voilà, 55, c'est assez raide. Et le base jump avec le ski, c'est une suite logique. Bah oui, non, mais exactement. Au lieu de s'arrêter, faire un rappel ou te faire récupérer en hélico, enfin, je sais pas. Bon, voilà, c'est fluide, on y va, on skie la phase d'un coup, on saute et on s'envole, c'est magnifique. Alors, avant d'arriver à cette phase-là, il faut aussi se mettre au base jump. Vous avez démarré, je crois, comme l'origine de la discipline, sur des ponts, sur des... Oui, voilà, donc en fait, j'avais des copains qui faisaient du base jump déjà. Je voulais en faire depuis très longtemps. Donc, j'avais rencontré Shane McConkey aux États-Unis, qui était un grand ski base jumper à l'époque, et base jumper et skieur, hein, et qui m'a un peu guidé. Et donc j'ai commencé par faire de la chute libre, donc des sauts d'avion pour apprendre à piloter un parachute et à sauter. Et puis après quelques sauts en base jump, j'avais un copain qui faisait du freeride aussi, qui avait déjà 600 sauts en base jump. Il m'a dit, bah, écoute, je vais t'apprendre à faire du base jump. Donc on est allé sur ce pont dans l'Idaho, on a fait 9 sauts en une journée. Dernier saut de la journée, c'est un gros salto arrière de 60 mètres, c'était magnifique. Parce qu'en venant du freeride, justement, j'ai pu avoir une progression assez accélérée, parce qu'on a déjà un sens aérien grâce au ski. En sautant des barres, faire des sauts, être calme quand on a beaucoup de vitesse, tout ça. Les grimpeurs, souvent, sont des très bons base jumpers parce qu'ils sont très confortables d'être sur un terrain exposé, quoi. Et donc, toutes ces disciplines de montagne sont un peu cousines, quoi. Donc c'est super. Et voilà, donc après ça, c'était la deuxième journée, on a sauté une falaise près de Salt Lake City. Et donc j'ai fait 10 base jump, on a replié mon parachute, il m'a déposé à l'aéroport, il m'a serré la main, il m'a dit « Félicitations, t'es un base jumper maintenant, appelle-moi si t'as des questions. » Donc ça allait très Formation accélérée, mais formation efficace. formation accélérée que je ne recommande pas, mais je pense que j'ai pu la survivre grâce à mes années en tant que skieur en montagne, tout ça, un petit peu de grimpe. Je suis pas un très bon grimpeur, mais juste assez pour me balader en montagne. Donc je pense que cette approche de la montagne un petit peu multisport m'a permis justement d'approcher le
le base jump. On saute avec le parachute dans la main. Ça en base dépend. jump. Ça, c'est une falaise assez basse qui fait que 90 mètres. Et puis, je me pose tout en bas près du canal sur ces images. Donc, il faut avoir un maximum d'altitude. Donc, je saute avec l'extracteur. C'est un petit parachute qui tire le parachute du sac. Donc, en sautant à la main, on peut accélérer l'ouverture. Mais sinon, si on a le temps, il est rangé derrière dans un petit sac, sous le sac. Comme ça, on peut profiter de la chute et après ouvrir. Ça, quand j'ai regardé les images du ski base jump, je me demandais justement qu'est-ce qu'on fait avec les bâtons et comment gérer les bâtons pour ensuite. Très bonne question, très bonne question. Donc, où on les lâche. Au début, c'était comme ça. Hein. Moi, j'avais appris avec Shane McConkey et Eric Runner, JT Holmes, donc tous ces Américains qui poussaient vraiment le freeride avec le base jump. Et donc, ils jetaient leurs bâtons. Alors c'est pas du tout ça écolo. peut être dangereux si t'en Mais alors quand j'étais un peu leur protégé, je suivais leur exemple. Mais après quelques sauts, j'ai dit ça me plaît pas de jeter mes bâtons en montagne, c'est pas cool quoi. Alors du coup j'ai commencé à faire mes propres bâtons en bambou et en liège. Bon, malheureusement, la rondelle était en plastique, mais alors les bâtons cassaient tout le temps, c'était une horreur. Et puis, et finalement, après 10 ans de ski base, donc je sautais avec des bâtons en bambou, donc je montais avec des bâtons de randonnée. Si j'avais un copain avec moi, je lui donnais mes bâtons, et puis je sautais avec les bâtons en bambou, mais bon, c'était pas fiable. Et puis les bâtons, c'est quand même important en ski, quoi, pour la sécurité. Et donc maintenant, j'ai des gants qui sont assez fins et qui accrochent assez pour tirer mon parachute. Et il y a un système d'accroche, donc je peux clipper mes bâtons dans le gant. Comme ça, je m'en occupe pas. Et puis après, je peux accéder à mes commandes et voler. Et puis en plus, si après j'ai mes pots de phoque dans mon pantalon, dans ma veste, je peux me poser et repartir en rando. Donc je ne laisse rien derrière maintenant. Donc voilà, c'est bien. Donc tous mes amis de Chamonix ou Saint-Gervais qui entendent ça, je n'abîme pas la montagne. si vous trouvez un bâton, c'est pas ceux de voilà, Mathias. c'était il y a très très longtemps. du base jump à la wingsuit, c'est souvent deux disciplines assez proches. Vous pratiquez les deux également? Oui, alors bon, la wingsuit, j'en fais un peu. Hein. J'ai pas beaucoup de sauts. J'ai peut-être 200 sauts, principalement d'avion, mais je m'y remets un peu plus parce que j'aime beaucoup. C'est un outil qui est très puissant, la wingsuit, parce qu'on est tellement en contrôle que c'est facile de passer le point de non-retour. Je pense que le ski base jump est plus dangereux parce qu'il y a beaucoup plus de variables, beaucoup plus d'éléments, on mélange les disciplines. Mais c'est facile de se faire emporter en wingsuit, donc je prends mon temps. Mais mon but éventuellement, c'est de faire des belles faces en montagne et puis de sauter et puis après carver dans la vallée comme en ski, mais bon, en wingsuit quoi. Vous qui êtes un amoureux du Mont Blanc, vous savez qu'on peut le survoler en wingsuit, le Mont Blanc. Ouais. Ça a été fait il y a quelques mois par deux grands spécialistes, hein, c'est Vincent Cotte et Fred Fugin. Ah oui, c'est les maîtres de la discipline, hein, c'était incroyable. Je crois que c'était le vol le plus long en wingsuit, le record du vol le plus long en proximité. Et ils sont passés juste au-dessus donc, du sommet, du Dôme du Goûter, et en bas jusqu'au glacier des Bossons, jusqu'en bas. C'est magnifique, magnifique. Alors eux, c'est vraiment des exemples. Quoi. J'adore ce qu'ils font. C'est les maîtres de la discipline. Ouais. Ça nous offre des images incroyables, effectivement, au-dessus de ces glaciers du massif du Mont Blanc à plusieurs centaines de kilomètres/heure. Alors, vous n'avez pas volé en wingsuit au-dessus du Mont Blanc, en tout cas pas encore, mais vous avez volé de nuit, ce qui est très rare, parce que normalement, c'est interdit. Ah oui, alors c'est interdit. Donc, sur les images, c'est vrai qu'en filmant avec des caméras haute définition, c'est un peu plus clair que la luminosité qu'on avait. Mais sauter de nuit, on n'a pas le droit en France. Donc, j'ai sauté 10 minutes avant la nuit noire, donc après le coucher du soleil. Donc, ça compte comme saut de nuit. Mais ouais, alors là, c'est l'aiguille croche à Megève que j'ai sauté plein de fois. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2009 que je saute là-bas. Et donc voilà, on a mis des fusées éclairantes. C'était plus essayer d'avoir une approche un peu plus créative de la face. Et puis skier de nuit comme ça, c'était très intimidant. Mais c'était magnifique, on avait l'impression d'être un peu dans une nouvelle dimension, quoi. Ça change les repères, même si on connaît le terrain. Donc voilà, on peut voir des traces. Donc j'ai skié la face deux fois, donc les jours avant, pour laisser une trace, pour pas me perdre, parce que c'est facile de se perdre la nuit. J'avais que des 2-3 lampes LED Donc sur moi. suivre les traces. Donc là j'ai suivi les traces. Mais c'était les siennes, donc ça allait. Mais c'est les miennes, je savais où j'allais. Vous savez où il allait. Oh là là, je suis le pire des exemples aujourd'hui. Écoutez, regardez les images, rigolez, mais ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. En tout cas, ça donne un côté très poétique à ce saut. À chaque fois que je saute, c'est comme si je tombais amoureux. C'est pas moi qui dis ça, c'est Mathias. Oui, c'est vrai. C'est un moment tellement fort et d'épanouissement, de connexion. J'adore ce que
j'adore ce que je fais, ça me rend amoureux de la vie, amoureux des moments. Et puis c'est vrai que ouais, à chaque fois que je fais un saut, je sens encore cet émerveillement comme un enfant, quoi. Ouais, des fois j'en ai la chair de poule, j'ai le cœur qui palpite et je me sens vraiment, ouais, c'est épanouissant. Donc, Là, magnifique. c'est une des vidéos qui vous a fait connaître, on peut dire, du grand public. Hein. Il y a plus de 10 ans, ça fait 10 millions de vues sur YouTube. On est au même endroit à peu près Voilà, sur ouais. l'aiguille croche. L'aiguille croche, donc j'avais déjà sauté l'aiguille croche une fois avant et je voulais le faire avec des meilleures conditions de neige. Et là, donc c'était en 2011, je crois. ouais, 2011, février ou mars 2011. Et donc en sautant l'aiguille croche, il n'avait pas neigé depuis 3 semaines, mais la face était chargée avec des gros pans, des grosses plaques avant. Et donc ce dernier virage avant le saut a fracturé toute ce dôme avant la falaise. Et donc du coup, ça a déclenché une avalanche énorme. Donc on a échappé à l'avalanche en parachute, en base jump. Et j'avais mon ami Stéphane Laude qui me suivait en speed riding. Et donc cette vidéo a fait le buzz. C'était la première vidéo virale de GoPro. Et ouais, ça a propulsé ma carrière. J'aurais jamais cru qu'une avalanche fasse décoller ma carrière. Mais oui, on a mis personne en danger d'ailleurs. Hein, donc personne s'approche vraiment des falaises là où on saute. Il y a des petits sentiers beaucoup plus loin. Et donc on a mis personne en danger. On a fait notre truc entre copains et on a eu des images qui nous permettent de revivre ce moment pour le reste de nos vies, quoi. Donc... Alors, vous l'avez dit, c'est une discipline risquée, plus risquée encore que la wingsuit, qui est déjà une discipline dangereuse. Et vous avez failli, malheureusement, y rester il y a quelques années. Ouais. 2 ans, je crois, après les images qu'on vient de voir, sur un saut dans le massif des Aravis. Oui, voilà, j'ai sauté donc la pointe d'Areux dans le massif des Aravis. C'était la voie que Pierre Tardivel, justement, dont je parlais, avait skié en 2006. Et bon, Pierre après avait fait plusieurs rappels pour descendre vers Maglan, Salanches. Et j'en avais parlé d'ailleurs avec Pierre de cette face. Et j'ai dit, écoute, pourquoi pas skier la même voie, mais sauter la falaise en bas. Il fait, ah ouais, c'est logique, hein, c'est parfait. Comme ça, t'as pas de rappel à faire, c'est super. Et donc j'ai inspecté cette face pendant 2 ans à peu près. Et j'ai même fait des repérages en hélicoptère. Je suis monté à pied, tout ça. Et en fait, en parlant du fun tout à l'heure, justement, le fun s'est levé pile quand je sautais. Et j'ai sauté près de la tour numéro 6, qui est un spot d'escalade assez connu. Et mon parachute, donc, les caissons ont mordu dans le vent. Et donc, ça a ouvert face à la falaise. Et le rouleau du vent m'a poussé dans les rochers. Et donc, j'ai cassé mon fémur. J'ai tapé la falaise 4 fois. J'ai réussi parce que toutes mes lignes étaient... j'avais une torsade dans les suspentes. Et donc après avoir tapé à la falaise 4 fois, j'ai réussi à m'éloigner de la falaise, mais je me suis évanoui avec la douleur. J'ai volé 1500 mètres inconscient jusqu'en bas, de l'autre côté de l'autoroute, vers le bois des Vorziers, à peu près vers Maglan. Et après, donc, en me posant dans les arbres, ça a déchiré ma voile. J'ai eu une chute encore de 10 ou 15 mètres sur le sol, ça a recassé mon fémur. Et puis j'ai eu une hémorragie cérébrale, 3 jours dans le coma. Enfin, c'était horrible. Et c'était 3 semaines avant la naissance de mon fils aussi. Donc ça, c'était pas le bon moment. Donc c'était une énorme remise en question. Est-ce que je vais continuer à faire ça? Est-ce que je vais continuer? C'était mon dernier projet avant la naissance de mon fils. Après, je voulais être à la maison, je voulais être super papa pendant plusieurs mois. Et donc ça a tout remis en cause, mais voilà. Là, c'est vous êtes inconscient à ce moment-là. Ouais, voilà. C'est le hasard qui va vous amener sur cette... j'ai eu de la chance, hein, je me suis posé. En fait, j'aurais pu me poser dans le champ ou dans la forêt, mais sinon, il y avait des maisons, des lignes à haute tension, une autoroute. Ça, c'était vraiment le pire scénario, quoi. Et donc, quand je me suis réveillé à l'hôpital, je me suis rendu compte que déjà, je me posais la question pendant quelques jours si je devais continuer. Après, le désir était encore là. Je me souviens encore de mes rêves dans le coma. Je skiais cette poudreuse incroyable au Mont Baker qu'on avait eu quelques années avant, à faire des gros backflips. Donc, quand je suis sorti, l'amour était encore là. Mais bon, je me posais des questions. Mais en même temps, quand on a une passion aussi prenante, je me suis dit que c'était un peu un test à mon dévouement à cet art, à cette discipline. Après, je me suis rendu compte aussi que j'ai eu un accident parce que j'ai pas fait attention à tous les détails au niveau météo, tout ça. Donc après, s'il fallait que je me réentraîne en fait, donc je me remette à niveau. Donc j'ai recommencé donc le base jump, des sauts basiques pour me reconstruire, pour vraiment faire attention et surtout mentalement aussi avoir une approche plus élaborée. Et en même temps, ça va peut-être surprendre des gens, mais je me suis rendu compte que si j'avais besoin d'être accompli en tant que personne, d'avoir un peu ce dépassement de soi, enfin beaucoup,
ce dépassement de soi pour vraiment être le père que je souhaitais être. Je voulais pas être le papa frustré à la maison qui a abandonné ses rêves parce qu'il a eu un accident et qui est juste à la maison pour élever son fils. C'est une cause noble, mais je voulais vraiment aussi montrer à mon fils qu'il faut avoir le courage de vivre la vie qu'on souhaite vivre, mais après le faire d'une bonne façon, quoi, et réfléchi. Et puis aussi, une grosse motivation, c'était à 18 ans, j'avais perdu ma sœur d'un suicide. Et le jour de son enterrement, c'était le jour où j'ai signé un pacte avec moi-même d'accomplir mes rêves, quelle que soit la peur et le danger, et de le faire bien. Donc c'était un peu une quête existentielle pour moi, un pacte existentiel. Et donc voilà. Mais c'était un moment qui est tout remis en question. Mais c'est bien de tout remettre en question, parce que ça veut dire qu'on fait attention et que justement, on veut faire les choses bien, quoi. Donc voilà. Vous y êtes retourné d'ailleurs quelques années après sur Oui. cette même montagne avec de l'appréhension ou pas? Ah oui, c'était quand je me suis réveillé à l'hôpital, je disais ouais, je vais retourner à Pointe d'Arreux, je vais la faire. Et puis après, pendant 3 ans, je me suis dit bon, je vais peut-être pas y retourner. Hein. C'est pas une montagne parfaite pour un ski base jump parce que le saut est à l'aveugle, on voit pas vraiment où on va. Mais voilà, 4 ans plus tard, après l'accident, je commençais à élaborer une façon de le faire un peu différemment. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, si je ne le faisais pas, si je n'y retournerais pas, je passerais le reste de ma vie à me demander comment la vie serait si je l'avais fait, quoi, en fait. Et je refusais de vivre au conditionnel, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était... Et puis, pour moi, c'était aussi un saut qui était une marche d'approche vers le saut du Mont Blanc. Donc, c'était aussi... Une étape. Voilà, une étape, exactement. C'était... une étape importante vers le Mont Blanc, et donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je retourne à Pointe d'Arreux et que je le fasse bien. Et mon fils l'avait compris, et quand je suis rentré à la maison après le saut, il me dit papa, je suis fier de toi, tu es retourné, tu l'as fait bien, et c'est super. Et c'était vraiment des fois il faut avoir le courage de pouvoir fermer un peu un chapitre de sa vie pour ouvrir le prochain. Et donc c'était vraiment la matérialisation de ce chapitre qui se ferme, d'une approche plus freeride, un peu plus agressive du ski. Et maintenant, ça a ouvert vraiment plus le mélange du ski dans un environnement d'alpinisme avec de la pente raide et le base jump. Pour moi, c'est plus une étape mature maintenant et plus réfléchie, où je recherche plus la sérénité en montagne. Je n'ai pas du tout envie d'adrénaline, j'ai pas du tout envie du rush. Pour moi, c'est vraiment avoir cette émancipation en montagne, quoi. Donc voilà. Hilary, on n'a pas les images, mais vous aussi, hein, vous avez frôlé la mort dans un accident de montagne il y a une dizaine d'années. Oui, en 2012, j'ai eu un accident dans le massif du Mont Blanc qui était à ski, et justement, j'ai eu une fixation qui a sauté après 2 virages dans une couloir assez raide. Moi, donc j'ai fait une grosse chute roulée-boulée pendant 450 mètres avant de finir dans une crevasse. Et j'ai eu énormément de chance. Je n'ai pas eu les mêmes blessures que Mathias. J'étais plutôt... tout était plus ou moins en ordre, à part quelques points de suture. Mais c'est ça qui m'a incité ensuite d'aller courir vers le trail. Moins risqué que la pente raide. Exactement. Mais moi, je ne suis pas retournée au même endroit. Je dirais que pour moi, ça a fermé un chapitre et je n'ai pas eu besoin d'aller refaire le même couloir, aller réessayer la même chose. Mais ça a ouvert un nouvel chapitre pour moi. Ceci dit, après cet accident, donc en 2012, j'ai fait beaucoup moins de montagne pendant un certain temps. Donc, moi, encore une fois, je cite 2020, à un moment où j'avais continué à faire un peu, mais où j'ai dit, mais non, je peux enfin garder... les expériences que j'ai eues en haute montagne et combiner ça avec l'endurance que j'ai, les connaissances de mon corps, de moi-même que j'ai acquis grâce au trail. Donc c'est une manière de voir là où je vais maintenant.
les qualités que vous évoquez, ça se marie bien avec une autre discipline, c'est le ski alpinisme, que vous pratiquez aussi à haut niveau. Il y a 2 ans, vous êtes attaqué une autre traversée mythique autour du Mont Blanc, puisqu'on part de Chamonix et on traverse une grande partie du massif jusqu'à Zermatt en Suisse. On voit ce parcours, ça s'appelle la Haute Route. C'est une classique de ski de randonnée qu'on fait en général sur une semaine pour les randonneurs aguerris, plus de 100 km. Vous, l'objectif, c'était d'aller un peu plus vite. Exactement, donc c'était un projet. Moi, j'ai effectivement un truc qui se trouve avec l'église de Chamonix. J'aime bien partir de là, mais cette fois-ci avec Valentine Fabre, et qui est une bonne amie et ancienne membre de l'équipe de France de ski alpinisme. Et on avait, elle avait une histoire très personnelle avec le Chamonix-Zermatt autour de. Elle a fait l'assistance pour son mari qui est décédé en montagne plus tard. Qui avait établi le record qui avait masculin. établi un record masculin, et elle avait fait l'assistance pendant 3 tentatives avant qu'il arrive à l'établir. Mais et moi, j'avais justement cette envie de me reconnecter avec la montagne et de voir qu'est-ce que je peux faire avec les nouvelles compétences, etc. Donc, on a décidé de se lancer pour un premier record féminin parce que aucune femme n'avait jamais tenté de faire cette liaison d'un seul trait. Et je peux vous dire, par contre, que c'est battable, notre record. Nous avons fait un film sur ça s'appelle La Traversée. Si vous le regardez, vous allez voir que Valentine était très malade à la fin, donc on s'est beaucoup ralenti. Donc, les filles, allez-y, vous pouvez nous battre, et ensuite, ça nous donnera envie de retourner. Le nouveau record. On voit effectivement le départ de cette fameuse église de Chamonix, qui est le théâtre de tous les exploits. En plus, il n'y avait pas énormément de neige cette année, il fallait un peu courir. Oui, exactement. Donc, comme je l'explique, l'éthique, c'est que tu pars de l'église avec le tout. Et quand le record masculin avait été établi, qui a cette année été battu, je ne sais pas si vous avez eu Benjamin. Benjamin Védrine et Samuel Eki sont venus sur ce plateau il y a quelques mois pour nous parler de leur record à eux de Chamonix-Zermatt. Mais le record qui précédait le leur, ils ont pu faire les pistes de ski de fond de Chamonix un peu en skating, et nous on a dû faire 8 km de course sur la route pour rejoindre Argentière avec les skis sur le dos, et aussi faire de la course au niveau de Bourg-Saint-Pierre, parce que ça avait beaucoup fondu et il a fait très chaud. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui demande vraiment un très bon créneau. C'est difficile, ce genre d'objectif à la fois, parce qu'il y a une gradient d'altitude qui est vraiment énorme. Donc, avoir les bonnes conditions en bas de vallée et les bonnes conditions en haut de la montagne, c'est assez compliqué. Souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Il faut faire des compromis. Mais dans ce cas, comme c'était un projet qu'on partageait, on a vraiment pris la décision d'y aller ensemble. On a décidé, OK, à vrai dire, il y avait l'annonce en début de semaine, quand on avait fait ça, qu'il y aura pas un confinement, mais une couvre-feu. Qui allait commencer samedi. Et donc, on a dit, il faut quitter le territoire français avant 18h, avant 18h samedi. Donc, ça nous a aussi poussé à définir la date. Mais comparé au record sur le Mont Blanc, c'était beaucoup plus facile d'une certaine manière parce qu'on le discutait, alors que sur le Mont Blanc, j'ai eu beaucoup d'aide. Je dois le dire que je ne l'ai pas fait toute seule. J'ai eu des amis qui ont fait des dépôts de matériel. Valentine, encore, qui s'était encordée avec moi sur la traversée de la Jonction. Mais c'était à moi de choisir. OK, ça c'est le jour, et d'activer toute l'équipe. Mais moi, c'est pas anodin de dire à tout le monde, OK, réservez votre jour, allons-nous. C'est une histoire de clocher, en fait. Les records d'Hilary, parce que quand on fait Chamonix-Zermatt, on part de l'église de Chamonix, mais on arrive aussi à l'église de Zermatt. Hein. Oui. Vous la cherchez, là, d'ailleurs, dans le village.
Et ce jour-là, donc c'était le jour de Pâques. Et on ne s'était pas rendu compte, mais on s'était mis sur les marches de l'église. On a enlevé les chaussures, on a enlevé les chaussettes, ça. On s'est étalé sur les marches et on ne savait pas qu'il y avait la messe en même temps. Et tout le monde sortait et se demandait ce qu'on faisait là. 2 anges descendus de la montagne. Bon, en tout cas, il y a une montagne emblématique à Zermatt. Hein, c'est le Cervin qui domine d'ailleurs toute la fin de la traversée de cette haute route. Une montagne qu'on voit là au fond, qui a à peu près la même notoriété que le Mont Blanc, même si elle n'est pas sur notre territoire. Elle fait la frontière entre la France et l'Italie. C'est une montagne que vous connaissez bien aussi, Mathias. Hein. Pourtant, quand on la regarde comme ça, on n'a pas l'impression que ça peut se skier. Non, non, oui, il y a beaucoup de rochers. Je l'ai sauté en ski base en 2010. C'était 4 jours après l'avalanche. Et c'était vraiment au début de ma carrière où j'avais cet engouement, cette fougue. Et donc là, je voulais y aller. Et ça, c'était un saut... casse-gueule, on va dire. Ouais, exactement. J'ai accroché un rocher juste avant de sauter avec mon ski et je suis parti en vrille dans la face nord avant d'ouvrir mon parachute. Donc ça s'est bien terminé. Mais bon, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai fait l'Eiger, le Cervin et le Mont Blanc, donc qui n'est pas une trilogie classique, mais c'était une trilogie que je voulais faire en ski base. L'Eiger, c'était vraiment un saut où je suivais les pas de mes héros en ski base, donc Shane McConkey, J.T. Holmes, Jean-René Guévalet, qui était le premier homme à sauter l'Eiger en ski base. Donc pour moi, c'était une étape que, voilà, si je voulais être ski base jumper, il fallait le faire. Donc c'était vraiment dans ce processus de devenir. Après l'Eiger, je dis, c'est quoi après? Je dis, le Cervin. Et donc après, je suis parti au Cervin, mais un peu... Vraiment, comme ça, c'était un saut d'ego, hein, c'était un saut d'ambition, je voulais le faire, voilà. Et j'étais très jeune, hein, et puis le Mont Blanc, c'était plus un saut de maturité. Donc en fait, c'était une trilogie en fait qui a marqué un peu les 3 étapes de mon évolution en tant que montagnard, je pense. Et donc c'est vrai que quand je regarde le Cervin, il y a une partie de moi qui voudrait le refaire bien, mais en même temps, il y a une partie de moi qui se dit laisse-le de côté, quoi. Tu l'as déjà fait. T'as déjà brûlé un joker là-bas, ça sert à rien d'y retourner. Mais c'était ça, c'était un saut d'ambition, c'était un saut d'ego. Mais en même temps, ça fait partie des étapes tumultueuses de la vie. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres projets en tête, Mathias, je suis sûr qu'il y en a plein. Ah oui, il y en a plein. Mais comme on est ici à Grenoble, qu'on a des belles montagnes aussi autour de chez nous, j'avais une petite suggestion à vous faire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez la photo. Est-ce que vous reconnaissez cette montagne ? C'est le Mont-Aiguille. Oui. C'est le Mont-Aiguille qui est une des montagnes emblématiques de la région, hein, dans le Vercors. C'est aux portes de Grenoble. Qui a été monté pour la première fois en 1492. Et oui, c'est la naissance de l'alpinisme. Et la même année que Christophe Colomb est arrivé aux États-Unis. Incroyable. C'est bon, je le rajoute à la liste. Je crois qu'il y a beaucoup. C'est magnifique. Je ne sais pas si elle est skiable, mais en tout cas, il y a de la neige au sommet, il y a un peu de pente, il y a des belles falaises. Il y a de la neige, il y a une pente, il y a une falaise, ça se fait. Bon. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus. Des projets Hilary ou non, on les garde secrets comme pour le Mont Blanc et puis on en parle une fois que c'est fait? À vrai dire, moi, je n'ai pas de projet très spécifique en tête pour le moment. Moi, j'aime bien laisser mûrir un peu je passe beaucoup de temps devant la carte et j'attends que quelque chose m'inspire beaucoup. Pour moi, il faut effectivement que les projets aient un vrai sens pour moi et le Mont Blanc, parce que je le regarde depuis chez moi, c'était assez logique pour moi. Donc... il faut voir, je trouverai sûrement quelque chose. J'ai pas de doute, j'ai aucun doute là-dessus. Bonne continuation en tout cas à tous les deux. J'étais très content de faire cette émission franco-américaine. C'était la première dans Grand Air. Et j'espère qu'on se retrouvera prochainement pour voir d'autres belles aventures. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve sur Grand Air et puis sur telegrenoble.net si vous voulez revoir ces émissions en replay.